Donc, qui suis-je? Moi, je travaille dans la réalité virtuelle depuis 2015 à peu près, et aujourd'hui, je suis consultant innovation dans une entreprise qui s'appelle Inetum, qui n'est pas forcément très connue, mais qui en fait est une très grande entreprise, plus de 27 000 personnes, 2 milliards de chiffre d'affaires, pour donner une idée. La partie XR, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., chez Inetum est encore toute petite, mais ils ont des ambitions assez intéressantes et ils recrutent sur ces sujets. Je glisse le message pour ceux que ça intéresse. En ce qui concerne le métavers, alors de mon point de vue, le métavers, c'est avant tout une convergence de technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé venant de nulle part, mais c'est véritablement un ensemble de technologies qui commencent à devenir suffisamment mûres pour converger vers ce qu'on appelle le métavers. Typiquement, la réalité virtuelle, qui est enfin en passe de devenir un marché de masse. Moi, j'ai vu une information qui est pas mal passée sous les radars, mais que j'ai trouvé assez intéressante. En 2021, il s'est vendu plus de casques de réalité virtuelle que de consoles Xbox. Et là, on voit que ça commence véritablement à devenir un marché de masse qui commence à prendre une ampleur plus importante par rapport à des consoles traditionnelles. Et ce n'est pas encore perçu par le marché ou par le grand public comme étant un marché de masse, alors que c'est déjà en train de devenir le cas. Donc il y a vraiment un shift qui est en train de se passer. En ce qui concerne la réalité augmentée, on est encore loin d'avoir quelque chose qui soit disponible pour le grand public. Il y a des choses qui sont prévues chez Apple, chez Facebook, etc. Mais par contre, ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'ils imaginaient et qu'ils sont en train de se casser les dents et que ça prendrait beaucoup plus de temps pour que ça devienne accessible pour le grand public. Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne la réalité virtuelle notamment, c'est une technologie qui est vraiment suffisamment au point pour devenir un marché de masse et tendre également vers le métavers. En ce qui concerne les avatars, on arrive aujourd'hui à un niveau, on va dire, de ce qu'il est possible d'avoir au niveau graphique très très important, avec vraiment un quasi-réalisme photographique. Pour autant, quand on teste des applications qui se veulent du métavers, de XR ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout à ces niveaux graphiques. On a des choses qui sont beaucoup plus limitées, et moi j'ai beaucoup entendu des personnes dire ça ressemble à ce qu'on peut avoir sur Wii ou sur Xbox à une certaine époque, et ils ont raison, et c'est hyper déceptif. Il y a une vraie problématique là-dessus d'avoir des avatars qui puissent être à un certain niveau de qualité et surtout avec un certain niveau d'interopérabilité. Parce qu'aujourd'hui, une des grosses problématiques, si jamais vous voulez faire un peu de réalité virtuelle ou d'expérience type métavers, vous êtes sans arrêt en train de créer un nouvel avatar sur une nouvelle application parce qu'il n'y a rien qui soit interopérable. Et ça va être un des points de friction qui risque de se résoudre dans les prochaines années. En ce qui concerne aussi la mode virtuelle, ça paraît assez fou de se dire qu'il va y avoir vraiment des habits et des accessoires virtuels que vous allez acheter et que vous n'allez jamais porter. Et pour autant, ça marche. Et ça marche. C'est déjà un marché qui est vraiment hyper rentable. Et encore une fois, la promesse, c'est des accessoires que l'on pourra porter sur toutes les plateformes, sur toutes les expériences, etc. Pour l'instant, ça reste un vœu pieux. Il n'y a pas du tout d'interopérabilité. Et les acteurs essayent plus de garder le marché pour eux plutôt que d'essayer à mort de le rendre disponible sur les autres plateformes. Par contre, le potentiel là, qui est évalué, c'est 50 milliards d'ici 2030, juste pour de la mode virtuelle, pour dire à quel point le potentiel est intéressant. En ce qui concerne ce qu'on appelle les NFT, qui en gros permettent la garantie de la propriété et de l'unicité d'un objet virtuel, en gros, c'est une manière de lui donner de la valeur parce que si vous avez typiquement un JPEG d'un tableau, ça ne vaut rien parce qu'il suffit de l'envoyer par email, hop, vous en avez une copie, ça n'a pas de valeur. En théorie, si vous avez un NFT, vous avez un original virtuel et ça peut avoir de la valeur. Il y a une vraie problématique aujourd'hui d'apport de valeur ajoutée en ce qui concerne les NFT parce que on va dire le marché est en train d'exploser et pour autant, les utilisateurs qui sont un peu éloignés de ces sujets ont du mal à voir en quoi ça va leur apporter quelque chose, en quoi ça va leur apporter de la valeur. Et encore une fois, il y a un gros problème d'interopérabilité parce que des NFT qu'on va acheter sur telle plateforme, on ne pourra pas les réutiliser sur telle autre plateforme. Du coup, on se retrouve coincé sur une plateforme en particulier. Et ce n'est pas l'objet de ce que doit être le métavers. En ce qui concerne les moteurs 3D, il y a eu une vraie évolution technologique assez incroyable dans les dernières années, avec aussi une beaucoup plus grande facilité d'utilisation. Des gens qui ne sont pas forcément ingénieurs ou quoi que ce soit peuvent aujourd'hui créer des expériences de réalité virtuelle
incroyable au niveau graphique sans pour autant être extrêmement poussé au niveau technique. Après, pour la création d'univers, c'est pas forcément encore à la portée du grand public. Il faut quand même des profils qui soient avec un certain niveau technique pour arriver à créer ce genre de choses. Et encore une fois, il y a une problématique d'interopérabilité. Il y a des discussions qui sont en train de se faire, par exemple, entre Unreal Engine et Unity, pour faire en sorte d'essayer de rendre les choses interopérables, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et le métavers, c'est pas seulement des problématiques de technique, c'est aussi des problématiques d'usage, parce que si on a des super techniques mais que personne ne les utilise, ça ne servira pas à grand-chose. C'est un schéma que je trouve assez intéressant, c'est la vision d'Apple de ce que sont l'évolution des ordinateurs personnels et des usages qu'on va en avoir. Et clairement, de leur point de vue, on est passé de l'ordinateur personnel au smartphone. Et l'évolution logique, selon eux, c'est on va passer aux lunettes de réalité virtuelle et augmentée dans les années à venir. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais pour autant, c'est la... Comment dire je crois que c'est Tim Cook, le PDG d'Apple, qui a déclaré c'est véritablement l'avenir d'Apple va se jouer sur cette technologie. Donc pour donner une idée, c'est quand même une entreprise qui est là depuis plus de 40 ou 50 ans même, sur ces sujets, donc qui connaît bien le marché, qui sait de quoi il parle. Et le fait de se dire c'est véritablement l'avenir, je pense qu'on peut leur donner du crédit. Au niveau des usages, il y a tout ce qui va être le secteur des loisirs, que ce soit jeux vidéo, films, séries TV, musique, etc. Il y a de plus en plus de 3D qui sont utilisés, de plus en plus de 3D temps réel par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et typiquement, il y a de plus en plus aussi de jeux vidéo multijoueurs qui deviennent quasiment des applications sociales, type Fortnite, dont on a beaucoup entendu parler, et où on peut se retrouver pour faire des concerts, comme on peut le faire aussi dans Minecraft ou ce genre de choses. On est en train vraiment de basculer dans les usages vers des expériences de jeux qui sont de plus en plus sociales. En ce qui concerne tout ce qui va être le fait d'apprendre, que ce soit sur la formation professionnelle ou sur le contenu éducatif, pareil, il y a un enjeu énorme. Ça a déjà fait ses preuves avec des retours sur investissement assez énormes. La grosse problématique aujourd'hui, c'est d'arriver à déployer ça dans les organisations ou dans les écoles. C'est pas forcément simple, parce que les technologies ne sont pas forcément au point, ou parce que les profs ne sont pas forcément prêts à aller vers cette technologie également. Et en ce qui concerne le travail, tout ce qui est bien entendu télétravail, le fait d'organiser également des événements virtuels, de créer des expériences qui permettent de faire en sorte que des équipes qui soient à distance puissent créer du lien sur des trucs un petit peu fun, que ce soit en réalité virtuelle, ou sur des expériences plus proches du jeu vidéo. Il y a énormément de potentiel et c'est un des facteurs qui portent la réalité virtuelle au niveau professionnel. Il y a aussi de plus en plus de jobs qui vont se passer dans le métavers, que ce soit par exemple formateur dans le métavers. Ma copine, elle est prof d'anglais dans le métavers, en réalité virtuelle, où en gros on peut prendre des élèves et les mettre dans des environnements dans lesquels on va les mettre en situation pour qu'ils puissent exercer la langue, où ça apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à le fait de se retrouver dans une salle pour enseigner. Puis bien entendu, ça a été beaucoup transformé avec l'arrivée du Covid-19 qui a beaucoup accéléré les usages, notamment les usages numériques, et de plus en plus de distanciel qui se fait. J'imagine qu'il n'y avait pas forcément la possibilité pour vous de télétravailler auparavant, et aujourd'hui, c'est des choses qui se font de plus en plus et qui sont tout à fait socialement acceptées. En ce qui concerne aussi tout ce qui va être les achats, que ce soit en NFT ou en biens réels, il y a déjà un impact économique assez énorme, mais il y a des gros problèmes de structuration, typiquement avec le secteur des NFT. Aujourd'hui, on a plus de 80% des NFT qui sont en circulation, qui sont des contrefaçons. Ça va forcément devoir être régulé. Il y a une bulle qui risque d'éclater incessamment sous peu. Ça ne veut pas dire que la technologie n'a pas de sens, mais par contre, faut qu'elle apporte plus de valeur ajoutée, on va dire qu'elle soit plus respectueuse des droits de chacun. Le fait de se rencontrer également, il y a énormément d'utilisation de ces technologies, que ce soit juste rencontrer de nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes. Je ne sais pas si vous avez pu en faire le test de prendre un casque de VR et de se retrouver dans une application sociale. C'est assez impressionnant à quel point on peut très vite lier connaissance avec des personnes. Ça apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à des échanges simples sur Internet. Le fait de sortir virtuellement,
Moi, je me souviens quand on était en confinement, que j'avais un casque de réalité virtuelle, bah, j'ai pu me retrouver dans un cinéma virtuel avec des potes qui avaient aussi des casques, et on pouvait faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on était en plein confinement, on ne pouvait pas sortir. C'était assez incroyable le fait de justement pouvoir se retrouver virtuellement pour faire une sortie alors qu'on n'avait pas la possibilité de le faire physiquement. Voilà, développer de vraies relations qui ont du sens, pas juste des personnes lambda ou quoi que ce soit. Puis bien entendu, faire aussi des rencontres amoureuses. Il y a déjà des premières applications qui sont sorties pour faire des rencontres en réalité virtuelle ou dans ce qui ressemble à du métavers. Après, on va dire c'est juste la prolongation des usages classiques de ce qu'on a déjà. Il n'y a pas de révolution dans ces usages, mais c'est plutôt une bonne évolution. Également, sur tout ce qui va être la santé, que ce soit faire du sport, ça marche extrêmement bien en réalité virtuelle, je vous le recommande vivement. Mais également tout ce qui est la méditation, faire du yoga ou même suivre des thérapies virtuelles. Il y a des résultats assez impressionnants sur les usages des thérapies virtuelles avec des personnes qui étaient complètement réfractaires à des thérapies classiques et qui s'ouvraient beaucoup plus avec des thérapies virtuelles. Je pense qu'il y a une distance plus importante qui peut se créer avec le casque et du coup ça peut avoir plus de valeur pour le thérapeute, mais je ne suis pas expert sur ce sujet. Il y a déjà des usages existants, mais ils sont encore assez peu répandus, parce que c'est des technologies qui sont encore nouvelles et qui ne sont pas encore pleinement utilisées. Bien entendu, tout ce qui va être l'industrie des divertissements pour adultes, c'est des choses qui cartonnent toujours. Ça a toujours poussé, dans l'histoire des nouvelles technologies, l'adoption, que ce soit l'invention du cinéma, du magnétoscope, du DVD, d'Internet, etc. Et il est bien entendu prévu que les sextechs soient massivement utilisés dans le métavers, que ce soit avec des jeux pornographiques interactifs. Ça fonctionne déjà, je crois qu'il y a dans les top ventes de Steam, il y a un des jeux qui est dans le top 10, où c'est un jeu d'écolière japonaise, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et également sur tout ce qui va être avatar sexuel, sextoy connecté, dispositif haptique pour avoir des sensations, etc. C'est des choses qui existent déjà, mais qui restent encore un marché de niche parce que pas forcément simple à utiliser, et puis le métavers est encore un marché de niche. Alors c'est Gartner qui a sorti cette information il y a peu de temps, de leur prédiction, d'ici 4 ans, il y aurait une personne sur 4 qui passerait au moins 1 heure par jour dans le métavers. Après, je pense qu'ils parlent de métavers au sens large, et des choses type Fortnite ou quoi que ce soit pourraient déjà rentrer dans leur définition. Mais ça montre que ça va quand même évoluer extrêmement vite. Et je pense que, tout comme avec l'arrivée d'Internet grand public ou l'arrivée des smartphones, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça risque de changer beaucoup de choses en très peu de temps et de révolutionner beaucoup d'usages. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup de critiques, et c'est assez compliqué pour des personnes qui ne sont pas du domaine de se rendre compte en fait si on est en train de leur vendre du vent ou s'il y a une vraie valeur ajoutée. Et ce que je vais faire, c'est l'analyse de quelles sont les perceptions initiales des révolutions technologiques qu'on a pu avoir et comment elles se sont concrétisées par la suite. On va dire l'arrivée d'Internet grand public, ça correspond à peu près à 95. Il commençait déjà à avoir des articles, ça ne marchera jamais. Il y a un extrait de cet article que je vais vous partager. C'est est-ce que vous imaginez acheter des biens sur un site Internet alors que n'importe quel centre commercial fait plus de chiffre d'affaires en une journée que tout Internet réuni? Ça n'a aucun avenir. Pour dire que les gens étaient assez visionnaires à cette époque. Et donc voilà, des gens qui font des prédictions sur les révolutions technologiques, etc., il y en a toujours eu, et ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison. Également, Google, ça ne marchera jamais. En 2002, un article qui expliquait que la grosse problématique de Google, c'est que c'est un site gratuit, qui fournit un service gratuit, et que c'est impossible pour lui de devenir rentable. Je pense que l'histoire ne lui aura pas donné raison. L'iPhone, ça ne marchera jamais. Là, typiquement, il y a déjà Nokia et BlackBerry qui sont déjà sur le marché des smartphones. Ils possèdent toute la totalité du marché. Ils ont des produits qui sont très qualitatifs, avec plus de fonctions que ce que va sortir Apple. L'iPhone, c'est mort-né. OK. Facebook, ça ne sera jamais rentable. Pareil, on va pas rentrer dans le détail. La VR, ça ne marchera jamais. Toujours les choses, les prédictions de gourous tech, experts, etc., mais qui, entre guillemets, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez sur comment fonctionne une technologie et comment elle s'insère pour devenir utilisée et rentable. Et c'est là le point où je veux en venir, c'est comment on fait pour prévenir
qu'une technologie qui soit vraiment disruptive puisse avoir du sens et puisse avoir un avenir. Alors, il y a plusieurs... déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture, une innovation disruptive. Typiquement, l'iPhone premier du nom, c'est une innovation de rupture parce qu'il apporte quelque chose qui avait jamais été apporté sur le marché au moment de sa sortie. Par contre, l'iPhone 13, c'est pas une innovation disruptive, c'est une évolution, ce qu'on appelle une innovation de continuité. On va dans la continuité de ce qu'il y a déjà, on incrémente, il y a des nouveautés, etc. Mais si on a un iPhone 12, si on prend un iPhone 13, c'est pas révolutionnaire dans les usages qu'on peut en faire. Et il y a aussi les innovations, ce qu'on appelle techno-push. Typiquement, il y a des innovations technologiques qui permettent de faire en sorte qu'il y ait des robots qui permettent de faire le ménage, etc., qui soient disponibles à un prix accessible pour le grand public. Ça permet de créer un nouveau marché qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est le marché des robots aspirateurs. Alors que les innovations, ce qu'on appelle market pool, qui sont tirées par le marché, là, ça va être plus, on a des gens qui voudraient avoir un SUV, mais ils ne voudraient pas le payer cher, mais ils voudraient quand même se la péter avec un SUV, pas de problème, on va sortir à 100 €, Stepway, comme ça, et ils pourront, ça répondra à leurs problématiques. Donc il y a ces 4 types d'innovation, et typiquement ça permet de savoir le métavers, déjà dans quel type d'innovation on se trouve. On est dans une innovation type disruptive, donc de rupture, et qui est plutôt portée par les nouvelles technologies plus que par les usages, parce que typiquement il y a très peu de gens qui disent oui, on veut le métavers, c'est ce qu'on a attendu toute notre vie ou quoi que ce soit. Il y en existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est comment on détermine la valeur d'une innovation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la courbe en S, qui est beaucoup utilisée. C'est-à-dire qu'en gros, la courbe verte, ça représente l'évolution des performances d'une nouvelle technologie. C'est-à-dire quand il y a, par exemple, la voiture à vapeur qui est sortie, non, alors c'est plutôt l'inverse. C'est la voiture à essence qui est sortie par rapport à la voiture à vapeur. Au début, la voiture à vapeur, ça faisait des années que ça existait. C'était plus fiable, c'était moins cher, c'était plus rentable, etc. Donc, entre guillemets, la voiture thermique, c'était de la merde, ça n'avait pas d'intérêt. Et en fait, ça évolue dans le temps, jusqu'à dépasser une technologie actuelle, typiquement là, la voiture à vapeur, et faire en sorte que rendre la technologie actuelle complètement obsolète par rapport à ce qui était déjà existant. Je crois que j'ai un autre exemple aussi dans ce que j'ai noté. Ouais, typiquement l'automobile qui a été aussi inventée en 1765, la première bagnole. Autant dire qu'à l'époque, le cheval était bien plus fiable et pratique et moins cher que les premières automobiles. Et il a fallu énormément de temps avant que le marché puisse basculer et faire en sorte que la voiture devienne plus intéressante que le simple cheval. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que très souvent, une technologie, elle met énormément de temps avant de devenir intéressante pour le grand public. Et c'est souvent l'erreur que font certains analystes, c'est qu'ils ne perçoivent pas l'intérêt que peut avoir une technologie dans le temps. Et typiquement, ça va être « ouais, mais la VR, ça faisait 10 ans que ça existait, ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait maintenant ?» Ça a un petit peu évolué, c'est plus la même chose, les performances sont plus les mêmes. Et il y a ce qu'on appelle aussi le cycle de la hype. Ça, c'est inventé par le cabinet Gartner. Ça permet de déterminer à quel niveau on en est. Typiquement, un des meilleurs exemples, c'est l'éclatement de la bulle Internet au niveau des années 2000. C'est-à-dire qu'au début, personne n'y croit, mais ça commence à gonfler, il commence à y avoir de plus en plus de gens intéressés, jusqu'à ce que ça atteigne un truc qui est complètement fou, comme on a aujourd'hui avec les NFT. Jusqu'à ce que ça se casse la gueule, parce que tout le monde commence à se rendre compte que ça part dans tous les sens, que c'est n'importe quoi, qu'il y a des millions, voire même des milliards qui sont claqués dans des technologies qui n'ont pas forcément énormément de sens aujourd'hui, et jusqu'à ce que ça se stabilise, et on va dire ça fait le tri, et qu'on arrive vers des usages qui ont du sens, qui sont mieux structurés, qui vont avoir un usage pérenne dans le temps. Alors, typiquement, le métavers, je l'aurais peut-être même mis un poil plus haut, je l'ai mis un peu bas, je pense. On est en plein pic des attentes complètement survalorisées. Le métavers, ça va tout péter, ça va être l'avenir dans 3 ans, ça va être un marché à 8 trilliards, etc. Doucement. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt ni d'avenir. Et je voulais aussi faire des comparaisons avec certaines technologies, typiquement par exemple l'invention de l'appareil photo numérique. Alors, inventé en 1975 par un ingénieur chez Kodak, ça veut dire que c'est Kodak, qui déjà faisait son beurre depuis très longtemps sur les pellicules, a inventé en interne le moyen de complètement disrupter son marché. Le problème, c'est que ça coûtait extrêmement cher, du coup ça avait assez peu d'intérêt, ça avait une résolution qui était très faible
par rapport à des appareils photo classiques. C'était en noir et blanc également, et c'était extrêmement encombrant, donc c'était entre guillemets quasi inutilisable. Donc on va dire la conclusion de la direction, ouais, c'est de la merde, ça n'a pas d'avenir, le marché de l'appareil photo numérique. Il y a une évolution progressive de la technologie qui se fait au fur et à mesure des années, avec la résolution qui est augmentée, la couleur qui apparaît, également les capacités de stockage, on peut stocker beaucoup plus de photos que ce qu'on pouvait faire avec des pellicules, et c'est aussi plus simple d'utilisation. Et en gros, Kodak, qui a pourtant inventé cette technologie, qui était considérée comme, de toute façon, c'était l'entreprise qui avait quasiment tout le marché, et qui était considérée comme étant extrêmement innovante à son époque, ne voit rien venir et continue à vendre de l'argentique et à parier dessus tout son avenir, en se disant, non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais, on sait ce que c'est, on l'a inventé, croyez-nous, jamais on pourra en faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'en 2002, d'un seul coup, il y a le marché qui bascule complètement, et plus personne n'achète des appareils photo argentiques, et tout le monde achète des appareils photo numériques parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique, parce que ça correspond à des nouveaux usages, les gens sont équipés d'ordinateurs, du coup ils peuvent brancher leur appareil photo sur leur ordinateur et directement voir leurs photos, voir les imprimer. Ça change beaucoup de choses, et encore une fois, Kodak ne voit rien venir, et puis surtout refuse de prendre en compte cette mutation du marché en se disant, non mais de toute façon... Ça fait 100 ans qu'on fait comme ça. On va essayer. Alors, ils ont essayé d'appliquer les mêmes méthodes que ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient, je crois, mis en place un système avec une carte mémoire Kodak, où on était quand même obligé de l'envoyer chez quelqu'un. Elle était à usage unique, alors qu'on avait des cartes mémoire qui étaient réutilisables à l'infini. Ils essayaient de reproduire le modèle de la pellicule sur le marché du numérique. Bien entendu, ça n'a pas du tout marché. Ils voulaient pas lâcher leur vache à lait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait faillite en 2012 parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre le virage numérique qu'ils ont eux-mêmes créé 76 ans auparavant. C'est juste incroyable. Alors typiquement, il y a une entreprise autre qui faisait aussi de la photographie, des pellicules, etc., qui s'appelle Fuji, une entreprise japonaise. Et eux, au lieu de se dire... On est une entreprise qui fait de la photographie, on va essayer de muter pour accompagner le sujet de la photographie numérique. Ils se sont dit, mais en fait, ce qu'on fait avec les pellicules, etc., c'est de la chimie. Donc on est des chimistes, donc on va devenir un groupe de chimie. On va arrêter progressivement, on va arrêter la partie photographie argentique et on va devenir un groupe de chimie. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est très prospère, qui continue de vivre, contrairement à son principal concurrent qui s'est complètement cassé la gueule. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a des stratégies différentes qui peuvent être appliquées quand on arrive face à une innovation. Et donc ça a mis ici 27 ans, une technologie, pour qu'elle devienne mainstream, donc vraiment utilisable par le grand public, plus utile et plus rentable que ce qui existait déjà. Donc pour dire que ça ne se fait pas en 3 jours et que tous ceux qui disaient « non mais c'est bon, l'appareil photo numérique, ça fait 20 ans que ça existe, ça ne marchera jamais », ça ne veut pas dire que ça ne va jamais marcher. Typiquement Internet, théorisé en 1934, première connexion informatique à longue distance en 65, invention du courrier électronique en 72, donc on est encore loin des premiers usages grand public. En 90, invention de l'HTML et première page web, premier site en 91. Et on va dire, là où ça a commencé vraiment à avoir un impact sur le grand public, ça a commencé en 95. Et ça a mis aussi énormément de temps avant de faire en sorte de devenir quelque chose de très utilisé par la majorité des gens. Ouais, c'est ça. En 2005, c'était 8% de la population qui utilisait Internet. En 2010, ça a été 21%. En 2017, 41%. En 2019, 47%. Là, je parle de la population mondiale. Si on prenait on va dire les pays développés, sur 2019, par exemple, on serait, je crois, aux alentours de 80-90%. Mais ça a pris énormément de temps, encore une fois, avant de devenir une technologie utile, mainstream et rentable. Ça a pris quasiment 76 ans. Donc c'est assez énorme. Et la réalité virtuelle, ça a été exactement la même chose. Il y a eu des premiers prototypes, un truc qui s'appelait le Sensorama, qui permettait d'immerger avec de la vidéo, avec du son, et je crois aussi avec des odeurs, en 1962. En 68, il y a eu un prototype qui s'appelait l'épée de Damoclès, parce qu'on avait un énorme système, etc., qui était tenu en l'air avec un casque comme ça, parce que c'était impossible de miniaturiser tous les systèmes qui étaient nécessaires.
En 77, il y a la NASA qui commence à expérimenter des choses avec son laboratoire. Ils imaginent déjà l'usage que pourra avoir la réalité virtuelle pour la formation des astronautes et aussi pour l'aide à la conception sur des choses très, très complexes au niveau technique. Même Atari, dans son département recherche et développement, avait déjà un casque de réalité virtuelle en cours de préparation en 82. Et il y a eu le crash du marché du jeu vidéo, donc ça a coupé l'herbe à tout ce qui était en cours de ce côté-là. En 91, il y avait Sega qui voulait lancer un casque de réalité virtuelle pour la Mega Drive. Et malheureusement, les technologies n'étaient pas assez au point pour faire en sorte d'avoir un truc qui n'était pas cher et, entre guillemets, qu'il ne faut pas la gerbe. Donc ils ont dû annuler le prototype. Il y avait également une entreprise anglaise qui s'appelait Virtuality, qui avait lancé des bornes d'arcade en réalité virtuelle en 91, qui coûtaient 73 000 $ par machine à l'époque. Je pense qu'avec, si on joue à l'inflation ou quoi que ce soit, on est à plus de 100 000 $ d'aujourd'hui en équivalent. En 95, Nintendo qui lance le Virtual Boy, qui s'est aussi complètement planté. Et en 99, il y avait un prototype de casque de réalité virtuelle dans une entreprise qui s'appelait Lindell Lab. Ils sont aperçus que les technologies n'étaient pas encore au point par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Et finalement, ils ont sorti une application qui s'appelle Second Life. On voit aussi réalité virtuelle et monde type métavers, etc. On est toujours dans des sujets qui sont assez similaires. En 2010, on a eu le premier proto qui a été créé par Palmer Luckey de l'Oculus Rift, qui n'était pas encore public, et qui s'amusait à créer un casque de réalité virtuelle qui était suffisamment qualitatif, mais en même temps accessible au niveau financier. Ce qui était une révolution pour l'époque. En 2012, il sort son Kickstarter, qui était à l'époque le plus kickstarté, qui a vraiment cartonné. En 2014, il y a l'entreprise Valve, géant du jeu vidéo, qui commence à se dire ça serait bien de faire aussi un casque de réalité virtuelle, et qui faisait des prototypes en interne. En 2015, c'est Google qui sort le Cardboard. Également HTC qui annonce on va sortir un casque qui s'appellera le HTC Vive. En 2016, grosse folie, on est en plein pic des attentes complètement surévaluées. Il y a plus de 230 entreprises, grandes entreprises qui travaillent, qui développent des choses en réalité virtuelle, que ce soit Amazon, Apple, Google, Microsoft, etc., Sony, etc. On est en plein dans la bulle, jusqu'à ce que les gens s'aperçoivent qu'en 2017, la réalité virtuelle, ça ne se vendait pas aussi bien que ce qu'ils avaient prévu. Et donc tout le monde commence à dire de toute façon la réalité virtuelle c'est mort, c'est un échec, ça marchera jamais, c'était condamné, etc. Et il y a une entreprise qui a été rachetée par Facebook, donc toujours Oculus qui se fait racheter. Facebook qui a une vision depuis des années en fait sur ces sujets, parce que Facebook qui à la base alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Second Life, ça cartonnait, et ce qui a fait en sorte que ça cartonne plus, c'est qu'il y a eu l'arrivée de Facebook, qui était beaucoup plus simple pour le grand public à utiliser. Et Facebook, il a aussi, à cette époque, engagé certaines personnes qui venaient de Lindell Lab, donc l'entreprise qui a créé Second Life, parce qu'ils avaient déjà en tête de se dire c'est l'avenir, mais les technologies ne sont pas suffisamment au point pour qu'on aille vers ce type de sujet. Donc en fait, c'est un plan mûrement réfléchi sur de nombreuses années, de se dire on va faire rentrer la réalité virtuelle dans le domaine du grand public, et on va faire en sorte d'arriver vers ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers, parce que les réseaux sociaux ne sont qu'une étape de ce vers quoi on va tendre. Et même si Mark Zuckerberg, c'est pas quelqu'un de très sympathique, c'est quand même quelqu'un de brillant au niveau stratégique, stratégie d'entreprise et stratégie de l'utilisation des technologies. Donc je pense qu'on peut lui donner un peu de crédit par rapport à ces sujets. Donc en 2019, il y a le premier Oculus Quest, donc casque complètement autonome qui sort, qui n'est pas forcément un grand succès populaire, mais un an plus tard, il y a l'Oculus Quest 2 qui sort, qui cartonne, parce que pas cher, parce que suffisamment qualitatif, parce qu'il y a des jeux, etc., etc. Et donc ça aura mis 58 ans avant que la réalité virtuelle devienne un marché grand public, qui commence à avoir du potentiel, de l'avenir, etc. Je suis dans les temps, parfait. En ce qui concerne les chiffres prévisionnels, comme je l'avais dit, on est en plein, pour moi, on est en pleine bulle. Les cabinets d'analyse annoncent 8 trillions de valorisation, des opportunités incroyables. Zuckerberg donc, aurait cramé 500 milliards pour transformer Facebook en méta. Et ça peut, on va dire, quand on a ce genre d'analyse, ça peut donner l'impression qu'ils ne s'y attendaient pas, que c'est un échec ou quoi que ce soit.
Mais moi, je pense qu'ils avaient très bien pensé, hein, vu les personnes qu'il y a sur ces sujets en interne, ils savaient très bien comment ça allait se passer, ils savaient très bien comment ça allait être reçu, ils savaient très bien qu'ils allaient se prendre une tôle, mais c'est pas la première en fait qu'ils se prennent. Et ils ont un plan défini et ils veulent garder le cap, on va dire, sur ces sujets. En ce qui concerne aujourd'hui le métavers, pour faire en sorte que ça devienne, on va dire que ça réponde aux promesses tout ce qui nous est annoncé, il y a un vrai défi technologique parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des choses qui sont très faciles d'utilisation pour du grand public. On n'est pas sur des choses qui sont accessibles sur n'importe quelle plateforme ou quoi que ce soit. Et surtout, tout le monde annonce le métavers, c'est super, on pourra se balader avec son avatar d'une application à l'autre. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et entre guillemets, la plupart des acteurs, même s'ils se disent oui, on veut être super ouvert, on veut faire des standards ou quoi que ce soit, pour autant, c'est pas ce qu'ils font. Typiquement, Facebook, même s'il annonce le métavers, ça sera avec plein d'entreprises et quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça reste quand même, sur sa partie plateforme de réalité virtuelle, extrêmement fermé. Et il n'y a personne d'autre qui peut y mettre les pieds au-delà des conditions qui sont prévues par Facebook. Et c'est pareil pour tous les autres qui sont en train de faire des plans sur la comète sur ces sujets. Et typiquement, Apple également a prévu de faire la suite de ce qu'il a fait avec l'iPhone, un écosystème fermé, dans lequel les gens vont pouvoir échanger, travailler, jouer, etc. Mais ça restera dans l'univers d'Apple. On va dire donc les sujets de standardisation et d'interopérabilité sont loin d'être résolus. Et il y a aussi la problématique des applications qui sont faites avec des moteurs 3D comme Unity ou des moteurs 3D comme Unreal Engine. Comment on va faire pour que notre avatar puisse se balader de l'un à l'autre sans que ça pose problème? Comment on va faire pour que les objets virtuels qu'on va acheter dans une application puissent avoir des effets au-delà des effets graphiques, des effets entre guillemets physiques virtuels, de se dire, je vais dire n'importe quoi, je prends une épée qui a une force de 150, est-ce que si je vais dans Minecraft ou dans tel jeu, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser de la même manière? Est-ce que ça va être standardisé ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas et ça va être des sacrés défis techniques à relever. Moi, de mon point de vue, l'évolution probable de ce que va devenir le métavers d'ici 5 à 10 ans, c'est que ça va atteindre à peu près le même niveau de maturité que la réalité virtuelle. Pareil, ça a pris peu de temps, la réalité virtuelle, mais parce que finalement, on est aussi dans une autre époque où tout ce que je vous ai expliqué, même si je vous l'ai dit de manière extrêmement rapide, sur les théories de la théorisation de l'innovation, etc., de comment ça marche une innovation, comment c'est perçu, combien de temps ça met pour être intégré, etc., c'est des choses qui sont relativement récentes. Et jusqu'à présent, ce n'était pas forcément pris en compte. Alors ça commence à le devenir par les entreprises, et du coup, on va dire, les choses s'accélèrent. Et également l'arrivée d'Internet, le progrès informatique, l'information qui circule beaucoup plus vite. On va dire le rythme des innovations devient de plus en plus rapide. Et moi, je suis persuadé que d'ici 5 à 10 ans, on aura un niveau de maturité du métavers équivalent à celui de la réalité virtuelle. Donc c'est une révolution technologique, mais en même temps, aujourd'hui, c'est un sacré buzzword avec une bulle qui est en train d'enfler et qui va effectivement péter d'ici soit quelques mois, soit un ou 2 ans maximum. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une technologie qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de sens ou quoi que ce soit. Encore une fois, tous ceux qui vous disent « Ouais, mais ça a déjà existé auparavant, ouais, mais il y a eu Second Life, ça n'a pas marché », ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'il y a eu une utilisation de cette technologie auparavant qui n'était pas suffisamment mûre que ça n'a pas d'intérêt pour la suite. Voilà ma conclusion.